Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 16 juillet 2026 et notre cher ami, notre très cher ami, Richard Wolff, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Richard. Merci, Slavi d'être là. Je vais commencer, Richard, par ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis. Comme tu le sais, le blocus est de retour. Le détroit est fermé et l'administration Trump essaie de contraindre le gouvernement iranien, de lui mettre la pression pour le forcer à conclure une sorte d'accord. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, parce qu'avec le protocole d'accord, ils ont tout violé. Il ne reste plus rien de ce protocole. On peut dire qu'il a été littéralement anéanti, ce soi-disant protocole d'accord. L'autre chose qui s'est produite, et qui est particulièrement importante, c'est l'attaque entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Parce que la seule façon pour l'Arabie saoudite d'exporter son pétrole, c'est par la mer Rouge. Et si quelque chose tourne mal, il ne reste que deux options pour le Yémen. L'un d'eux est en train de se fermer. Attendez, je vais afficher la carte ici. Parce qu'en ce moment, le détroit d'Ormuz, là-haut, est fermé. Et l'autre point, c'est Bab el-Mandeb, en mer Rouge. Les Yéménites, ou Ansar Allah, peuvent fermer le Bab el-Mandeb, ou bien frapper certaines cibles en Arabie saoudite, des installations pétrolières ou l'oléoduc. C'est tout l'enjeu du marché pétrolier que Donald Trump essaie de gérer. Mais la guerre, elle ne se contracte pas. Au contraire, elle s'étend et elle s'aggrave. Dites-nous comment vous comprenez la situation actuelle à Washington, peut-être la politique étrangère des États-Unis ou la situation dans la région qui est particulièrement importante. Eh bien, tout d'abord, d'après ce que je comprends, le gouvernement iranien a maintenant déclaré officiellement que le mémorandum d'accord n'est, selon eux, plus en vigueur. Donc les États-Unis l'ont violé et maintenant l'Iran le rejette. Autrement dit, c'est terminé. C'était un effort temporaire pour essayer de trouver une forme d'entente. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le président l'a signé parce qu'il devait en finir dans un délai raisonnable. Puis on lui a expliqué qu'il avait concédé plus qu'il ne pouvait politiquement assumer vis-à-vis de sa propre base ici, aux États-Unis, ce qui est sans doute vrai. Et donc, comme il le fait souvent, il a simplement agi ensuite comme s'il n'avait jamais signé ce document. Et les Iraniens ont attendu quelques jours, comme c'est devenu une habitude, puis ils ont décidé « Ah d'accord, donc ça non plus, ce n'est plus pertinent ». Et pendant ce temps, la guerre s'est étendue. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, est toujours probable dans une guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre, quand elle éclate, change tout. Et tout le monde dans la région, tous ceux qui sont touchés, chaque pays, chaque entreprise, beaucoup de groupes de population, tous, en étant affectés par la guerre, modifient leur comportement. Ils s'adaptent. Par exemple, des gens quittent une partie du monde pour aller ailleurs. Ils deviennent des réfugiés pour fuir la guerre. Et cela crée de nouvelles formes de pression sur les moyens de transport, sur les pays où ils s'installent, et ainsi de suite. Pendant ce temps, les pays réévaluent leur situation. La crise que traversent les pays voisins, ceux touchés par la fermeture du détroit d'Ormuz. Tout le monde s'ajuste. Et quand ils s'ajustent, il arrive souvent, pas toujours, mais souvent, qu'ils se heurtent les uns aux autres, provoquant des tensions qui peuvent amener certains à se dire « c'est peut-être le moment d'aller à la guerre ». Je ne connais pas les détails, et peut-être qu'on ne les connaîtra jamais. Mais on peut très bien imaginer un scénario comme celui-ci. L'Arabie saoudite, sous pression face à tout ce qui se passe, coincée entre les États-Unis, avec qui elle veut garder une relation de longue date, et une ouverture nouvelle vers la Chine, tout en reconnaissant qu'elle doit désormais composer avec l'Iran d'une manière qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant, a pris certaines décisions, par exemple, tenter de faire passer quelques pétroliers par le détroit d'Ormuz.
Et les Iraniens ont dit « Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça si vous ne les frappez pas avec un missile. » Ou peut-être qu'ils n'ont pas fait ça. Peut-être que les Houthis l'ont fait de leur propre initiative et qu'ils ont touché une installation saoudienne parce qu'elle violait quelque chose. On ne le saura jamais. Et puis, quelque chose a commencé. D'après ce que j'ai compris, quelqu'un a fait exploser l'aéroport du Yémen, le grand aéroport de la capitale. C'était tellement grave qu'un rapport montrait que des gens venus du Yémen pour assister aux funérailles de l'ayatollah Khamenei. D'ailleurs, les Américains ne se rendent pas compte, c'était l'un des plus grands enterrements de toute l'histoire du monde, ce qu'on a vu là. Eh bien, ces gens sont venus en Iran et dans les régions chiites d'Irak pour participer à ces funérailles de différentes manières. Et les Yéménites, eux aussi, sont venus en groupe. Pistamum Amraid. Ils n'ont pas pu atterrir à l'aéroport parce que quelqu'un l'avait bombardé. Ils ont dû aller sur un aéroport voisin, même pas terminé, mais ils ont quand même réussi à se poser là-bas, même si ça aurait pu ne pas être possible. Ils étaient très en colère, vous savez, ils sont attaqués. Alors maintenant, ils envisagent bien sûr de fermer cet autre détroit parce qu'ils veulent montrer au monde qu'on ne peut pas agir comme ça. Ils ont perdu leur aéroport, d'accord? Ils en construisent un autre. Ils vont réparer celui-là. Ce n'est pas la question. Le problème, c'est que tout ça entraîne plus de monde dans une situation de guerre, que ce soit en attaquant ou en se défendant. Et c'est justement pour ça qu'on ne fait pas ce que Trump et Israël ont fait, parce que ça risque d'élargir le conflit. Pour Israël, ça avait du sens, parce qu'ils espéraient qu'une guerre plus large pousserait les États-Unis à s'impliquer davantage dans la situation. Depuis des années, ils essayent d'amener les États-Unis à être plus actifs militairement, à aider Israël dans cette région. Aujourd'hui, ils y parviennent, lentement, douloureusement, à un coût humain énorme, mais ils le font. La vraie question, et je ne veux pas paraître simpliste, mais en travaillant là-dessus en permanence, je pense que la question essentielle, c'est de savoir si le peuple iranien et son gouvernement ont la solidarité, la détermination nécessaire pour résister à cette tentative de les terroriser jusqu'à la soumission. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Des bombardements sans fin, des missiles sans fin, des drones sans fin. Toute la puissance de feu des États-Unis rassemblée là-bas, c'est aujourd'hui le seul effort américain pour gérer cette situation. Alors si c'est tout ce qu'ils ont, la vraie question, c'est est-ce que celui qui subit tout ça peut tenir le coup? Les Iraniens ont déjà montré au monde qu'ils savent riposter. Nous avons aussi des missiles, et c'est vrai. Nous avons des drones, et nous savons nous en servir. Nous avons prouvé notre maîtrise dans leur utilisation. Donc, les États-Unis ont un véritable ennemi, pas seulement un peuple. La preuve qu'ils reconnaissent à quel point cet ennemi est important, c'est qu'il n'y a pas de débarquement de troupes américaines, parce que ce serait trop dangereux. Le coût pour les États-Unis serait encore plus lourd. Un grand nombre de soldats morts rapatriés au pays. Ce n'est pas un besoin politique entre maintenant et le mois de novembre, quand il y aura une élection. Le peuple a montré que ce n'était pas possible. Donc tout ce qu'ils ont, c'est la puissance aérienne, les missiles et les drones. Et les Iraniens peuvent très bien rendre l'appareil. Les États-Unis sont prêts à continuer, parce que, dans le fond, ces missiles et ces drones ne visent pas le territoire américain. Ils visent les bases américaines dans les pays du Golfe. C'est grave, bien sûr, mais ils ont clairement décidé qu'ils pouvaient encaisser ces pertes. L'Iran, lui, inflige déjà plus de dégâts à l'appareil militaire américain que quiconque, depuis très longtemps. C'est déjà un signe remarquable. Mais si l'Iran reste solide, s'il tient bon, alors le temps joue en sa faveur. Et ça, c'est absolument crucial.
And that is absolutely crucial. And the reason time is on their side is Et la raison pour laquelle le temps joue en leur faveur est assez claire. D'abord, ils ont épuisé, et par ils, je veux dire surtout les États-Unis et la Chine, ils ont épuisé leurs réserves de pétrole, ou du moins la plupart. L'une des raisons pour lesquelles le prix du pétrole n'a pas encore augmenté davantage, c'est la volonté des États-Unis d'injecter du pétrole sur le marché et celle de la Chine, qui achetait autrefois beaucoup de pétrole à l'international, de s'appuyer désormais sur ses propres réserves et sur l'approvisionnement quasi illimité qu'elle peut obtenir de la Russie. Tout ça, c'est vraiment très important. Mais voilà le problème. Les États-Unis n'ont plus tant de pétrole que ça. the United States doesn't have that much more oil. And the Chinese may not have enough. Et les Chinois n'ont peut-être pas assez, ou peut-être qu'ils ne veulent pas puiser dans leurs réserves. Ils savent que les États-Unis, une fois qu'ils en auront fini avec le Moyen-Orient, vont de plus en plus se tourner vers la Chine dans les années à venir. Ils doivent donc anticiper les politiques auxquelles ils risquent d'être confrontés. Le contrôle du marché mondial du pétrole par les États-Unis, c'est un sujet dont notre collègue Michael parle très souvent dans notre émission ici. Tout cela veut dire qu'il se peut qu'il n'y ait pas plus de réserves, que la Chine revienne sur le marché et qu'il y ait plus de demandes et moins de réserves, moins d'offres, plus de demandes, moins d'offres. Et dans ce cas, le prix du pétrole et donc celui de l'essence, qui n'a d'ailleurs jamais vraiment beaucoup baissé, remonterait à nouveau. Et puis, il y a l'impact inflationniste, qui pour l'instant n'est pas encore devenu incontrôlable. On dit à M. Trump que c'est un sujet d'inquiétude, et je sais qu'il doit s'en préoccuper. Les Iraniens, eux, n'ont pas ce problème. Grâce à leur alliance avec la Russie et la Chine, ils disposent d'un soutien solide pour obtenir ce dont ils ont besoin et qu'ils ne peuvent pas se procurer autrement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'une possible extension du conflit, il faut savoir qu'un des points sur lesquels l'Iran compte, c'est le passage des bateaux sur la mer Caspienne, de la Russie vers l'Iran. C'est un couloir essentiel, vu le relief montagneux et la configuration du terrain là-bas. C'est un élément très important. Et les Ukrainiens essayent de perturber tout cela. Ils n'ont plus rien. Leur économie est à terre. Leur armée, pour l'essentiel, n'existe plus. Il ne leur reste que la guerre par drone. Alors ils essayent d'utiliser des drones géants, évidemment financés et fournis par l'Europe, pour paralyser le transport maritime russe dans la mer d'Azov, la mer Noire et la mer Caspienne. On voit donc littéralement les deux guerres commencer à se chevaucher. Et quand on entend dire que cela pourrait être le début de la Troisième Guerre mondiale, c'est de ça qu'il s'agit. Une guerre qui s'étend. Toutes les guerres ont ce potentiel, mais aujourd'hui, on voit ce potentiel devenir réalité à mesure que tout le monde s'adapte. La décision stratégique des forces ukrainiennes d'utiliser des drones est influencée par ce que font les Houthis contre les Saoudiens, une nouvelle manœuvre en mer Rouge. Il faut comprendre que c'est l'un des dangers qui menacent le monde entier. Aujourd'hui, d'après ce que je vois dans la presse internationale, on lève les yeux au ciel chaque fois que M. Trump dit quelque chose d'étrange ou de bizarre, ce qui arrive presque tous les jours. Si vous trouvez ça drôle, détrompez-vous. Cet homme occupe une position clé, à partir de laquelle il pourrait faire quelque chose dont le monde ne se remettrait peut-être jamais. Quelque chose s'est produit pour qu'une telle mentalité se retrouve à ce niveau de pouvoir en ce moment même, et ça devrait vraiment inquiéter tout le monde. Richard, voici ce que Donald Trump a dit à propos de l'énergie et de l'importance que cela a dans la guerre en cours entre les États-Unis et l'Iran. Pensez-vous que les frappes que nous voyons cette semaine contre l'Iran vont s'intensifier?
Envisagez-vous de viser des installations énergétiques ou d'autres sites à l'intérieur du pays? Je garderai les objectifs énergétiques pour la fin, mais au final, on atteindra ces objectifs, oui, et on va les frapper très fort ce soir. On va les frapper très fort demain soir. On va les frapper très fort le soir suivant. Et la semaine prochaine, là, ça va vraiment mal se passer pour eux. Parce que la semaine prochaine, ce sont les centrales électriques. La semaine prochaine, ce sont les ponts. On va détruire toutes leurs centrales électriques. On va détruire tous leurs ponts, à moins qu'ils ne viennent à la table pour négocier. On sait très bien que la réaction de l'Iran serait la même. S'il frappe un réseau électrique en Iran, les pays du Golfe vont subir la même chose. Et comment ça va aider Donald Trump dans la question du marché pétrolier et des exportations de pétrole? Ce n'est pas seulement une histoire de réseau électrique, c'est aussi celle des installations pétrolières, qui sont cruciales. Elles peuvent être touchées par des missiles ou des drones iraniens. C'est ce jeu où il essaie d'intimider les Iraniens en disant « Je ne vais pas vous attaquer, mais faites attention. » En quoi ça peut vraiment l'aider? Eh bien, je pense que l'espoir, c'est que la direction iranienne finisse, à un moment donné, par prendre la décision de mettre fin à la souffrance que subit le pays, de la manière dont M. Trump le souhaite. Le problème, pour M. Trump, c'est que, premièrement, pour rendre tout cela crédible, il va devoir réellement faire ce qu'il dit. Et ça, c'est un crime de guerre au regard des conventions de Genève. On n'a pas le droit de bombarder des centrales électriques ou des ponts dans le but d'effrayer une population civile, ce qui est clairement son intention. On est censé se limiter à des cibles militaires. D'accord, mais si on ne le fait pas, l'argument le plus ancien du monde s'applique. Quand on viole soi-même la loi, on invite ses adversaires à faire exactement la même chose. Les Américains ne se rendent pas compte qu'il existe beaucoup de vulnérabilités civiles dans le monde. Des millions d'Américains voyagent à l'étranger comme touristes. Ils pourraient devenir des cibles. Et alors, que se passera-t-il? Comment tout ça sera géré? Les bases militaires américaines, même si les Iraniens se limitaient à celles-là, sont présentes dans de nombreux pays européens. Est-ce qu'ils vont s'en prendre à elles aussi? Ils pourraient. C'est possible. Et l'OTAN dans tout ça? Est-ce qu'elle irait en guerre contre l'Iran? D'abord, l'OTAN n'a pas grand-chose pour faire la guerre. Et elle est déjà très préoccupée par la Russie. Comment vont-ils gérer ça? Franchement, ces questions n'ont pas de réponse, sauf des réponses terrifiantes. Vous voulez vraiment aller jusque-là? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il espère que ce genre de discours fera peur. Moi, je veux que les gens comprennent que c'est comme ça que les terroristes fonctionnent. Ils menacent, ils se rapprochent petit à petit, ils lancent une bombe ici, puis une autre ailleurs. Et quand ça ne marche pas, ils doivent monter d'un cran, ce que George et d'autres appellent l'échelle de l'escalade, et ainsi de suite. Il espère que l'escalade verbale et le fait de bombarder beaucoup feront effet. Même si, d'après des amis à moi, beaucoup de ces frappes aériennes sont en réalité des répétitions, des bombardements des mêmes sites militaires qu'ils avaient déjà visés avant, sans que ça règle le problème. Et il est peu probable que ça le règle maintenant, parce que nous, les Américains, nous ne savons pas où se trouvent tous les missiles, comment les contrôler, ni où sont tous les drones. Ils les déplacent quand même. Une grande partie de tout ça se passe sous terre. On ne peut pas vraiment le suivre comme on en a l'habitude, et ainsi de suite. Vous savez, l'Ukraine essaye de mener la guerre avec des missiles et des drones, parce que c'est tout ce qu'elle a, non? Et puis, il y a l'immense Russie qui submerge l'Ukraine et qui, si on regarde bien, est en train de gagner la guerre.
Mais malgré tout, il y a quelques drones ukrainiens qui passent. Les Russes ne peuvent pas tous les abattre, n'est-ce pas? Donc on a un grand pays et un petit pays, qui utilisent des drones, et pourtant ça cause des dégâts. Eh bien, l'Iran fait la même chose. Il peut provoquer beaucoup de dégâts. Iran is doing the same thing. It can make a lot of damage. The ability of the United States to stop it is limited. La capacité des États-Unis à empêcher ça est limitée, tout comme celle de la Russie à arrêter les drones ukrainiens. C'est limité. Et au final, les Russes seront dans une meilleure position parce que les Ukrainiens n'ont pas les moyens et ils n'ont pas développé les capacités que les Iraniens ont. Et c'est logique, ils ne font pas ça depuis 40 ou 50 ans. Les Iraniens, eux, oui. Et ça ajoute un autre élément. D'après ce que je comprends du message iranien, ils en sont arrivés à la conclusion, que je peux comprendre, que si on regarde les 75 dernières années, 75 ans, 3/4 de siècle depuis le renversement du gouvernement élu de Mossadegh, il y a eu une dictature pendant 25 ans sous le Shah. Et puis, il y a eu l'hostilité constante des États-Unis depuis que les mollahs ont pris le pouvoir lors de la révolution contre le Shah. Donc ça fait extrêmement longtemps que les gens aujourd'hui au pouvoir ont vécu sous une dictature. L'une des raisons pour lesquelles la révolution iranienne a pris cette forme, c'est que le seul endroit où l'on était à l'abri de la SAVAK, la police du Shah, c'était les mosquées. On pouvait se cacher sous leur protection. C'est un peu comme en Pologne, où l'on se réfugiait dans l'Église catholique, ou comme dans d'autres sociétés, où les institutions religieuses offraient un certain refuge, dans la mesure où elles étaient encore sûres. D'accord, donc ces gens-là ont été pourchassés par le Shah, puis ils ont fait une révolution pour finalement découvrir que le Shah était parti en exil aux États-Unis. Et ensuite, les États-Unis sont devenus l'allié d'Israël pour tenter, eux aussi, de renverser ce gouvernement. Ils ont vu des opérations secrètes, de l'espionnage, tout ça. Il faut se souvenir de l'époque où tous les téléphones explosaient. Ils avaient trouvé comment faire ça. Ou encore quand ils ont tué Soleimani, pardon pour la prononciation, le général bien connu. Ou la guerre, il y a 1 an, quand Israël, ils ont compris, et c'est important que les Américains le sachent, ils sont sous attaque permanente. Se défendre aujourd'hui, c'est mettre fin à cette période de 75 ans. Aucune dictature imposée par le MI6 britannique et la CIA en 1953. Pas de famille du Shah dirigeant notre pays. Non, ce n'est pas les États-Unis qui nous menacent, ni Israël qui nous menace. Non, 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 non. Il faut que ça cesse. Et ils savent très bien que le seul soutien réel qui les met en danger, ce n'est pas Israël. Aussi terribles que soient les actes d'Israël ou ceux qu'ils pourraient encore commettre, c'est bien les États-Unis. Israël dépend de l'argent, dépend des accords financiers, dépend des armes, dépend des États-Unis. Si vous pouvez empêcher les États-Unis de rester dans cette posture d'ennemi acharné, alors vous avez une chance. Donc ça ne sert à rien de conclure un accord maintenant. Ils en ont signé un il y a 1 an. Ils ont eu une guerre de 12 jours. Et ils ont signé un accord. La guerre s'est terminée, cessez-le-feu. Et 1 an plus tard, ils veulent maintenant conclure un accord. Et attendre quoi? 6 mois, 9 mois, 12 mois? Ça n'a aucun sens. Ils ont déjà vécu tout ça. Ils ont 75 ans d'expérience derrière eux. Les États-Unis ont été, pour les dirigeants actuels en Iran, un ennemi terrible, déterminé à les éliminer. Et qu'il s'agisse d'Israël ou des États-Unis, ça ne fait plus vraiment de différence. Ce ne sont pas des entités séparées. Ils seraient tout à fait disposés, comme ils l'ont déjà montré, à trouver un arrangement avec les États-Unis. Parce qu'à partir du moment où ils le feraient, Israël n'aurait plus d'autre choix que d'en faire autant. Israël ne peut pas continuer à se battre si les États-Unis ne sont pas d'accord, ne financent pas, ne fournissent pas les armes.
doesn't fund it, doesn't weaponize it. And so the Israelis would have to come up with an alternative. Et donc, les Israéliens devraient trouver une alternative à cette guerre sans fin. Mais malheureusement, c'est peu probable que ça arrive. Et si je peux me permettre, Nima, j'aimerais rappeler quelque chose qu'on oublie souvent dans ces discussions. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de manœuvres politiques ou militaires. Il y a une raison fondamentale à tout ça. Nous vivons dans un système économique, le capitalisme, dans lequel presque toutes les entreprises partent du même principe. Il faut travailler dur, tirer le maximum de profit possible, puis en réinvestir la plus grande part dans l'entreprise pour la développer et la faire grandir. Parce que grandir, c'est la meilleure façon de survivre. Si vous ne la développez pas, si vous ne prenez pas vos bénéfices pour acheter la meilleure machine suivante, un concurrent le fera. Et là, c'est fini pour vous. Alors la pression devient folle. Le capitalisme est un système expansif. Regardez, la raison pour laquelle le Moyen-Orient est dans la situation actuelle, c'est que le capitalisme né en Grande-Bretagne au XVIe et XVIIe siècle, puis étendu à l'Europe de l'Ouest, a toujours dû s'étendre. Il a d'abord puisé dans les matières premières et les travailleurs de son environnement immédiat, mais à mesure qu'il les épuisait dans sa croissance effrénée, il a dû aller plus loin. Il a fallu rassembler toujours plus de travailleurs, bien plus que ce que son agriculture pouvait nourrir. Il a donc fallu chercher de la nourriture ailleurs. Il a fallu trouver des matières premières de plus en plus loin. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé au colonialisme moderne, au cours des 2 derniers siècles. Le monde entier a été découpé. La Grande-Bretagne surtout, mais la France aussi, ont partagé le Moyen-Orient. Les pays là-bas ont les frontières qu'ils ont, parce que les puissances coloniales les ont tracées. C'est de là que tout ça vient. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont hérité de tous ces empires. Les puissances coloniales ont achevé 2 siècles, voire plus, de colonialisme en se détruisant mutuellement pendant les 2 guerres mondiales. Ça en dit long sur le capitalisme. Ça montre où tout ça mène, vers quoi ça tend. Et ils se sont détruits eux-mêmes aussi. Ils se sont tellement affaiblis que le Sud global a vu sa chance. Une Angleterre affaiblie et l'Inde peut devenir libre, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Nous vivons les premières décennies de la montée des mouvements anticoloniaux. Le Sud global dit non. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est qu'un petit chapitre de cette histoire. On observe dans un coin l'Iran. Il cherche comment tirer parti de la faiblesse relative du moment. L'empire des États-Unis est en train de rétrécir. Ils ont vu que les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam, qu'ils ont perdu la guerre en Afghanistan, qu'ils n'ont pas réussi en Irak et qu'ils ne s'en sortent pas bien en Ukraine. D'accord, il y a une leçon là-dedans. Ils peuvent trouver un moyen de devenir un pays indépendant, capable de s'occuper de son peuple, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. C'est une partie de ce qui se passe dans le monde. Et ça va continuer, quoi qu'il arrive en Iran. Et ça aussi, c'est important. Mais pour les États-Unis, tout ce que je viens de dire représente une menace. Donc ça oblige les États-Unis à aller dans l'une de 2 directions. Soit on essaie d'arrêter ce processus historique par la force, avec tous les moyens possibles. Et c'est bien la politique qu'on observe aujourd'hui. L'autre option, c'est de s'asseoir avec les Chinois, les Russes, les Iraniens, les pays des BRICS, et de trouver une manière de coexister sur cette planète. C'est une possibilité. C'est une alternative. Les Chinois le disent clairement. Nous, on reste à l'écart parce que c'est la voie qu'on veut suivre. Les États-Unis ont environ 700 bases militaires dans le monde. La Chine en a une seule. Quand les Américains parlent de l'agressivité de la Chine, si ce n'était pas aussi absurde, on en rirait.
C'est puéril, c'est une absurdité enfantine, ridicule et sans aucun sens historique. Mais tant qu'on reste dans ce cadre-là, cette manière de voir le monde qu'on a hérité, l'Empire américain, on hérite aussi de l'autodestruction de tous les autres. Et maintenant, on le voit bien. Dans l'esprit des Américains, tout ce qu'ils possèdent semble menacé, sur le point d'être perdu. Et cette lueur d'inquiétude, eh bien, ils ont raison, c'est vrai, vous allez le perdre. Vous êtes déjà en train de le perdre, et vous allez le perdre encore davantage. Mais il y a une forme de désespoir. Alors, on peut en parler. Regardez M. Trump, par exemple. Lui, il n'avait aucun filtre. Il disait tout haut ce que d'autres savent qu'il ne faut pas dire, parce que ce n'est pas diplomatique. Nous allons anéantir la civilisation iranienne. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est clairement un signe de colère, d'amertume et d'un profond désarroi. Et c'est exactement ce qu'on voit. On voit cette rage et cette amertume se déverser sur l'Iran. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment à propos de l'Iran. C'est une histoire bien plus vaste. C'est un peu comme quand on regarde la terrible destruction de l'Ukraine. Vous savez, ce n'est pas seulement à propos de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un petit coin du monde. On a le cœur serré pour ces gens qui traversent tout ça. Ils se trouvent simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais c'est conjoncturel. C'est une question de moment historique, de là où l'histoire exerce sa pression. Et en ce moment, c'est sur l'Iran que ça tombe. Mais encore une fois, si les Iraniens comprennent leur situation historique, le moment qu'ils vivent, et qu'ils réalisent qu'ils doivent se libérer des États-Unis. Sinon, si les États-Unis l'emportent maintenant, et je suis sûr qu'ils se posent cette question à Téhéran, qu'est-ce qu'ils feront de nous? Si on les laisse gagner, que se passera-t-il? On a même entendu des rumeurs, non? Qu'ils allaient retrouver un membre obscur de la famille Pahlavi et le remettre sur le trône comme nouveau shah pour les 25 prochaines années. Mais ça, ou quelque chose d'équivalent, c'est ce qui les attend s'ils ne réagissent pas. Et c'est ce qui, à mon avis, poussera le peuple iranien à tenir bon, au moins jusqu'à ce que le prix du pétrole devienne complètement fou. Et à ce moment-là, M. Trump devra soit utiliser l'arme nucléaire, ce qui d'ailleurs, je suis sûr, est déjà discuté là-bas, soit admettre que c'est fini et qu'il doit trouver un compromis. Richard, Reuters a rapporté que les compagnies maritimes ne font plus confiance aux escortes militaires américaines pour traverser le détroit d'Ormuz. Ces escortes faisaient pourtant partie de l'opération américaine, même pendant la guerre, 40 jours de guerre. Et ensuite, après une sorte de cessez-le-feu. Et aujourd'hui, elles essaient en gros de passer autrement, d'utiliser le détroit d'Ormuz par le sud, près de la frontière omanaise, qui, comme tu l'as rappelé, est sous contrôle iranien. Ou alors, elles subissent des attaques contre les navires et les pétroliers. Hier encore, un de ces pétroliers, un navire turc, a coulé dans le golfe Persique. Alors voilà, c'est la situation. Comment tu interprètes ce comportement? D'un côté, on a une attitude clairement militaire. Vous voulez les vaincre militairement. Mais d'un autre côté, l'économie ne suit pas. Elle ne correspond pas à la façon dont vous agissez. Ça ne marche pas comme ça. Et comme vous mettez la pression sur ces pétroliers, même si vous en avez venant des Émirats arabes unis, du Qatar ou d'Arabie saoudite, ils appartiennent pour la plupart à des oligarques de ces pays du Golfe. L'argent, ça ne les intéresse pas vraiment. Mais beaucoup de pays dans le monde s'inquiètent. Et les entreprises, elles ne vont pas prendre le risque d'accepter ce que les États-Unis essaient d'imposer ou de défendre dans ce commerce. Alors comment voyez-vous ce genre de jeu, où d'un côté on fait la guerre et de l'autre on veut ouvrir le commerce? Eh bien, je pense qu'on assiste à de la panique. Un de mes professeurs m'avait dit un jour qu'une bonne façon de comprendre dans quelle direction souffle le vent
c'est de regarder l'écart entre ce qui se passe vraiment et la propagande qui l'entoure. D'accord. J'ai remarqué, et c'est pour ça que j'ai fini par ne plus y prêter attention, que je voyais passer des déclarations contradictoires. Les navires passaient, puis non, ils ne passaient plus. Impossible d'y comprendre quoi que ce soit. Les versions changeaient sans arrêt. Puis, à un moment, certains navires semblaient effectivement passer. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est ça, la réalité. Ensuite, j'ai essayé d'y voir plus clair dans ma tête. Non, ce qui est vraiment clair, c'est qu'en dehors de tout le reste, le passage réel des navires transportant du fret, que ce soit du pétrole, du gaz, des engrais, des céréales ou autre chose, est bien inférieur à ce qu'il était avant l'attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Ça paraît clair. Et ce qu'on en déduit, c'est que soit les compagnies de transport elles-mêmes, soit les compagnies d'assurance, ou peut-être un mélange des deux, ne prennent pas le risque. Et le blocus américain n'a pas réglé ce problème. Il a peut-être permis à quelques navires de passer, c'est possible. Les Américains affirment que c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'ils le disent que ça l'est. Si on met tout ça bout à bout, voilà ce qu'il en ressort. En pratique, le détroit est fermé. Alors, si quelques bateaux réussissent à passer, ça donne un peu plus de temps à M. Trump. Vous vous souvenez de ce que je disais à propos du temps? Il en a besoin. Et pour lui, quelques semaines de plus, c'est encore quelques nuits d'attaque contre l'Iran. Et maintenant, c'est à lui de décider s'il maintient ses actions et s'il choisit d'aller plus loin. On n'entend pas beaucoup parler des usines de dessalement, mais je me souviens que c'est un élément essentiel dans cette région du monde, aussi bien pour l'Iran que pour tous les pays du Golfe. Si vous détruisez les installations qui transforment l'eau salée en eau douce, vous forcez les populations à partir. Elles ne peuvent pas survivre là-bas. Les êtres humains ne le peuvent pas. Et ce serait une autre façon, assez frappante, d'essayer de gérer cette situation. Pas besoin d'armes nucléaires, mais vous auriez l'équivalent d'une sorte de bombe nucléaire dans le sens où cela provoquerait soudainement quoi? Un mouvement de réfugiés absolument énorme. Qui irait où? Et que se passerait-il dans les pays où ils arriveraient? Voilà, on en revient à ce qu'on disait au tout début du cours. Et ça changerait tout, partout ailleurs. La moitié de la politique européenne est aujourd'hui dominée par un mouvement anti-immigration sans fin, parce qu'on a détourné la classe ouvrière de son vrai problème, qui est le système d'expansion capitaliste, pour lui faire détester l'immigré à la place. Vous voyez? Donc forcément, on ne peut pas résoudre un problème qui lui-même crée encore plus de migrants. À moins, bien sûr, de tous les abandonner dans le désert libyen. Et ça, évidemment, ça pose toutes sortes d'autres problèmes. Bref, oui, c'est un chaos monumental. Ça a déjà causé plus de dégâts et de pertes que tout ce qui aurait pu se produire autrement. Je veux dire, la décision de faire la guerre, idiote, autodestructrice. Ce n'est même pas une question d'Iran. C'est surtout ce que ça fait à l'économie mondiale, ce que ça a déjà fait aux États-Unis et ce que ça risque encore de provoquer. Et il faut mesurer non seulement ce que cette guerre a causé, mais aussi toutes les décisions politiques prises à cause d'elle. Non? Le nouveau président de la Réserve fédérale américaine, qui devait, selon le président, remplacer M. Powell par M. Walsh pour faire baisser les taux d'intérêt, eh bien, il ne baisse pas. Pourquoi? À cause de la guerre. À cause du risque d'inflation que cette guerre fait peser directement sur l'économie américaine. Ils ne peuvent pas baisser le taux d'intérêt, mais ils en ont besoin. Pourquoi? Parce qu'on est au bord d'une récession dans ce pays. Ils ne veulent pas que ça arrive. Ils doivent faire baisser le taux, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont dans une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vouliez comprendre le vrai coût de cette guerre,
Il faudrait comprendre toutes les mesures qui ont été prises pour en arriver là. L'idée que ce gouvernement, déjà endetté à un niveau qui fait peur aux gens, va avoir un déficit énorme l'an prochain. Pourquoi? Parce qu'il dit vouloir augmenter les dépenses de défense, passant de 900 milliards cette année à 1500 milliards l'année prochaine. C'est une hausse de 66% en un an. Bon, alors où? To $1.5 trillion next year. That's an increase of 66% in 1 year. Okay, where you're going to have to borrow a large part of that money. Vous allez devoir emprunter une grande partie de cet argent. Mais ça va faire monter vos taux d'intérêt, pas les faire baisser. Ce n'est pas une solution. Ça vous enfonce encore plus dans la dette. Et on arrive à un point où les prêteurs, y compris les Américains, vont commencer à hésiter à prêter de l'argent aux États-Unis parce que le ratio dette sur PIB devient complètement incontrôlable. Tous ces problèmes sont aggravés, voire provoqués, par cette guerre chaotique qui n'en finit pas. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en a jamais valu la peine. D'un autre côté, si vous voulez diriger un empire mondial comme les États-Unis le font depuis 75 ans, si vous pensez que c'est votre mission divine, si vous ne pouvez pas imaginer survivre sans ça, alors peut-être que vous avez exactement le même état d'esprit. Il faut y aller, il faut le faire. Les Israéliens se sont convaincus que tout le monde veut se débarrasser d'eux. Bon, eh bien, à partir de là, ils peuvent justifier à peu près n'importe quoi. Ou dans leur cas, vraiment presque n'importe quoi. Les Américains n'en sont pas encore tout à fait là, mais ils s'en approchent, parce qu'ils considèrent l'empire qu'ils essayent désespérément de maintenir comme quelque chose de fondamental à leur survie. Et c'est pour ça qu'ils vont faire la guerre au Vietnam, la guerre en Afghanistan. Ces pauvres pays, surtout à l'époque de la guerre. Le Vietnam a aujourd'hui une économie solide, mais en 1975, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde. L'Afghanistan a toujours été dans la course pour ce titre, et l'Irak pas très loin derrière, en deuxième ou troisième position. Le pays le plus grand et le plus puissant du monde entre en guerre pour garder son empire mondial contre les coins les plus pauvres de la planète. Et il perd. Eh bien voilà, il faut comprendre qu'il y a une leçon là-dedans. Une leçon que les Américains n'osent pas affronter. Vous savez, les Britanniques sont notre modèle. Quand nous avons eu la guerre d'indépendance, que nous venons de célébrer ces dernières semaines ici aux États-Unis, pour le 250e anniversaire. Quand nous avons mené cette révolution violente contre la Grande-Bretagne, ils ont essayé, en 1775 et 76, puis à nouveau en 1812, d'empêcher militairement qu'un petit coin, pas un coin important, mais un petit coin de leur empire, soit arraché par son propre peuple. Un peu comme les Iraniens essayent aujourd'hui de se libérer de leur subordination à l'Occident, et Thirhassan-Kiyu, sur le plan économique et politique. Et quand ils ont échoué 2 fois, après 2 guerres, ils se sont assis avec les États-Unis et ils ont passé un accord. Les Britanniques ont dit, si vous ne nous dérangez pas pendant qu'on prend le contrôle de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine, et qu'on s'en sert pour enrichir notre petite île, on vous laissera faire tout ce que vous voulez en Amérique latine. C'est à vous. Quelques années plus tard, une fois cet accord conclu, ils ont même laissé tranquillement le président américain Monroe dire qu'il avait lui-même développé cette idée, ce qui bien sûr était absurde. Les Américains y ont cru. Ils appellent ça la doctrine Monroe. Mais ce n'est pas Monroe, et ce n'est pas une doctrine. C'est un accord. Alors la question devient la suivante. Mettons de côté le colonialisme, parce qu'on n'est plus à l'époque coloniale. On vit dans une ère post-coloniale.
Et ce qu'on obtient quand on essaie de garder une colonie dans une ère post-coloniale, c'est très différent de ce qu'on obtenait autrefois, à l'époque coloniale. Quand les Européens sont venus ici, aux États-Unis, ils ont pu éradiquer les populations locales, les tuer, un génocide total, et prendre le contrôle. Quand les Britanniques sont allés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. Mais dans une époque marquée par l'anticolonialisme, comme celle où nous vivons, on ne peut plus faire ça. Et l'un des rares efforts de ce genre est complètement bloqué, justement parce qu'il va à l'encontre de l'histoire. Je parle de l'effort israélien. Regardez ce qu'ils doivent faire. Ils doivent commettre un génocide pour reproduire ce que les États-Unis ont fait. Et à cause de ça, ils sont devenus des parias. Le monde entier vote contre eux à l'ONU, même avec le soutien américain. Et ça nuit aux États-Unis, comme le disent à présent des gens aussi différents que Marjorie Taylor Greene ou Tucker Carlson, qui l'expliquent au public américain. Même la base de messieurs. Trump commence à le comprendre. Ils ne saisissent pas le contexte historique plus large parce qu'ils ne peuvent pas admettre le déclin du capitalisme, encore moins sa portée. Mais nous le pouvons et nous le devons parce que ça éclaire beaucoup ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Richard, avant de conclure, comment vois-tu la position de la Chine face à ce que font les États-Unis en Ukraine? Donald Trump dit que d'une certaine manière, nous profitons de la guerre en Ukraine, de sa prolongation, parce que nous allons envoyer plus d'armes aux Européens. Les Européens vont payer pour ça. La guerre continue. Et selon lui, il n'y a aucun impact de la guerre en Ukraine sur le peuple américain, ni sur l'économie américaine. En revanche, pour la guerre au Moyen-Orient, nous sommes directement impliqués. Hier, il a dit qu'il allait imposer un droit de 20%, puis il s'est ravisé en disant « Non, je ne vais pas faire ça. Ils vont nous payer autrement. Ils vont investir aux États-Unis. Les pays du Golfe vont investir aux États-Unis. Donc ils vont compenser ce que nous dépensons dans le Golfe Persique à combattre les Iraniens. » C'est en gros la logique de l'administration Trump en ce moment, sur les deux fronts, en Ukraine et au Moyen-Orient. Alors comment vois-tu la position de la Chine et la manière dont la Chine perçoit les États-Unis dans ce contexte? Évidemment, je ne peux pas parler au nom des Chinois, mais à mon avis, ils se disent que, toute chose égale par ailleurs, la prochaine cible probable des États-Unis, ce sera la Chine. Vous savez, on a la 7e flotte en mer de Chine méridionale. On a ce théâtre permanent autour de Taïwan. Donc leur rôle, c'est d'être prêts. Et je pense que les Chinois se concentrent justement sur cette préparation. Alors je ne parle pas forcément d'un renforcement militaire, même si, bien sûr, ils le font. Ni de la construction d'une marine plus puissante, ce qu'ils font clairement aussi, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce dont je parle, c'est de la croissance économique. Le secret, si vous voulez, de ce que font les Chinois, c'est en fait ce qu'ils font depuis 40 ans, et qu'ils réussissent de manière absolument remarquable. Ils montrent qu'un parti communiste, à la tête d'un État puissant, peut encadrer un système hybride, à moitié composé d'entreprises privées capitalistes et à moitié d'entreprises publiques détenues et gérées par l'État. C'est différent de ce qu'avaient les États-Unis et différent aussi de ce qu'avait l'Union soviétique. C'est une formule unique qu'ils appellent le socialisme à caractéristiques chinoises. Ils ont prouvé au monde qu'ils pouvaient faire croître leur économie malgré des ressources limitées et malgré le fait d'avoir, pendant la majeure partie de ces 40 années, la population la plus nombreuse du monde. En ce moment, c'est l'Inde qui est un peu devant, mais pendant la plus grande partie des 40 dernières années, c'était la Chine. Et aujourd'hui, la Chine est juste derrière l'Inde, en deuxième position. On peut faire mieux. Et je veux insister sur ce que ça veut dire « mieux ».
mieux que tout l'Occident. Je fais partie d'une génération de jeunes chercheurs. Quand j'ai obtenu mon doctorat en économie à l'université de Yale, le domaine à la mode pour nous, à l'époque, s'appelait le développement économique. On étudiait comment faire croître les pays, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'était la priorité de toutes les régions du monde qui devenaient indépendantes. L'Inde, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, le développement économique, la croissance économique. Et on a tous appris ça. Beaucoup d'entre nous sont ensuite partis dans ces pays du monde entier pour les aider, forts de ce qu'on avait appris sur le développement économique. Bien sûr, personne n'est allé en Chine parce qu'ils étaient communistes. Ah non, pas pour eux. La Chine n'a pas eu de spécialistes du développement. Elle n'a pas eu d'aide financière du plan Marshall. Pas de subventions économiques. L'USAID n'a pas ouvert de bureau là-bas, et ainsi de suite. Ils étaient complètement livrés à eux-mêmes. Ils ont reçu un peu d'aide de l'Union soviétique, mais très tôt, des désaccords sont apparus. Et comme vous le savez peut-être, ou vous devriez le savoir, il y a même eu des affrontements militaires entre les Soviétiques et les Chinois. Donc, la plupart du temps, ils ont dû se débrouiller seuls. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, mes amis, ils ont réalisé le meilleur développement économique de tous les pays de la planète, pas seulement des 40 dernières années. Leur croissance économique a été plus rapide que celle de n'importe quel autre pays. Ils sont le modèle du développement économique rapide, par excellence. Les gens en Asie, en Afrique, en Amérique latine et de plus en plus en Europe cherchent à comprendre qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, comment ont-ils fait et est-ce qu'on pourrait en faire une version encore meilleure que l'original. Mais apprenons d'eux. En Occident, le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'on a fait ici. Ce n'est pas un capitalisme entièrement privé avec juste un peu d'État. Non, non, non. C'est du 50-50. Et c'est ça qui change tout, en réalité. Alors, les Chinois, je vais vous donner un exemple pour illustrer tout ça. Ces derniers jours, des statistiques ont été publiées. La croissance économique de la Chine, cette année, sera autour de 4%. Et les gros titres dans les médias américains, j'en ai lu une douzaine, disaient tout la même chose. Le taux de croissance le plus lent depuis des années, moins que les 5% espérés, moins que les 5% obtenus l'an dernier. Est-ce que c'est exact? Oui, oui. Mais ce qu'on oublie, c'est un fait tout simple. Une croissance de 4,3%, ça vaudrait des défilés de confettis sur Broadway, à New York. Ce serait incroyable. Cette année, la croissance économique des États-Unis sera de 2,1%. La moitié. Et c'est comme ça depuis 40 ans. La croissance chinoise, elle, est 2 fois plus élevée que celle des États-Unis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le secteur manufacturier chinois est plus grand que celui des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunis. On n'est pas dans le même univers. Les Américains, et beaucoup de vos auditeurs en Europe, ne se permettent pas encore de réfléchir vraiment à ce que ça veut dire, à ce que je viens de dire. Ce n'est pas un soutien à la Chine. La Chine a beaucoup de problèmes. Mais il faut comprendre que ce type de croissance économique donne la capacité de produire des biens et des services à une échelle qu'aucun autre pays ne peut approcher. Beaucoup de gens ne savent pas que les drones utilisés aujourd'hui dans les guerres, les plus grands fabricants de drones, ce sont les Chinois. Ils vendent leurs drones partout dans le monde. Certains des drones que l'Ukraine envoie vers la Russie sont chinois. Et certains de ceux que la Russie envoie vers l'Ukraine le sont aussi. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. La meilleure voiture électrique au monde, la meilleure et la moins chère, c'est BYD, une entreprise chinoise. Aucune entreprise américaine, y compris Tesla, ne peut rivaliser avec eux. Cette compétition est terminée.
All the highest tech coming out of Silicon Valley has Toute la technologie de pointe qui sort de la Silicon Valley a aujourd'hui son équivalent en Chine. Et de plus en plus souvent, les versions chinoises sont meilleures. Et d'autres vont encore arriver. Pourquoi? Parce qu'ils forment une armée d'ingénieurs en haute technologie, bien plus nombreux que ceux qui sortent de nos universités. Si on faisait le même investissement ici, on obtiendrait des résultats comparables, voire meilleurs. Mais on ne le fait pas, parce que notre système est guidé par le profit privé qui décide de ce qu'on fait ou non. La Chine, elle, n'est pas soumise à ça. C'est leur secret. Ils vont continuer à croître plus vite que nous. Et pour eux, le temps joue aussi en leur faveur. Plus les années passent, plus l'écart se creuse entre leur rythme de croissance, qui est le double du nôtre, et celui des États-Unis. Écoutez, l'Europe n'atteint même pas 2%. Donc la Chine est encore plus avancée par rapport à l'Europe qu'elle ne l'est par rapport aux États-Unis. On vit aujourd'hui dans une économie mondiale complètement différente. Et au risque d'insister un peu trop sur ce point, je dirais que cette vision d'ensemble explique pourquoi la Chine reste discrète, en retrait et ne participe pas ici. C'est aussi pourquoi ce qui se passe en Iran reflète une nouvelle économie mondiale, face à laquelle l'ancien pays dominant, les États-Unis, a peur et cherche à freiner le mouvement. Alors que l'Iran, lui, a la position beaucoup plus favorable de participer à la sortie de l'ancien modèle pour aller vers quelque chose de nouveau et de meilleur. Et si ces dirigeants parviennent à faire comprendre cela à leur peuple, ils tiendront assez longtemps pour remporter cette bataille. Merci beaucoup, Richard. Avec plaisir. J'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine et que Michael se joigne à nous. Oui, exactement. À bientôt, Richard. Bye-bye. Bye-bye.